Bienvenidos, muchas gracias por venir en este día lluvioso pero agradable para este tipo de conversaciones. Queremos antes que nada agradecer a la organización de la Noche de las Ideas, al Instituto Francés, al Centro Franco-Argentino, por supuesto al Teatro Colón también de recibirnos en este lugar tan emblemático y bello, y por supuesto a ustedes de haber venido en este día, y a Pierre Dardot, que es quien nos acompaña en este momento de la Noche de las Ideas, para conversar alrededor de un tema que tal vez en la presentación aparezca como muy amplio, muy evocador también de otras épocas, pero que tiene una gran actualidad en función del trabajo que tanto Pierre como Christian Laval, con quien él regularmente produce, investiga y escriben juntos. Quiero decir, este tema, la imaginación al poder, es como se intitula este momento de la Noche de las Ideas, en función de los trabajos que ellos vienen desarrollando y muy particularmente sobre algunos de los temas que trabajan en su último libro, un libro que justamente se llama Instituir los Mundos, por una cosmopolítica de los comunes, que fue publicado hace apenas un par de meses en Francia y que evoca algunas de las cuestiones sobre las que vamos a conversar hoy y sobre las cuales voy a plantearle algunas preguntas a Pierre. Por supuesto, vamos a tomar también algunos momentos. Yo creo que quienes están aquí saben quién nos acompaña. Pierre es filósofo, es investigador y profesor en la Universidad de París, en Nanterre. Tiene una larguísima trayectoria de investigación académica y de intervención también, podríamos decir, político y militante. Y durante los últimos años su obra nos ha llegado en castellano, en español, de manera a veces un poco fragmentada, a veces con textos que han circulado un poco más en algunas otras geografías, pero también en Argentina. Y notablemente los libros que vienen produciendo, como decía, junto a Christian Laval y a todo un equipo que participa también de las investigaciones que ellos vienen desarrollando hace ya años, ya décadas, diría, desde aquel primer libro o uno de los primeros libros con los cuales la obra de Christian y de Pierre llegó a los lectores en lengua castellana, que es La Nueva Razón del Mundo, hace ya muchos años, y luego títulos como Común, como La Opción por la Guerra Civil, que es este librito que tengo acá, que es el último que salió en castellano y que tuvimos la suerte de presentar hace algunos meses con Pierre también aquí en Buenos Aires, pero una enorme producción en torno a una serie de cuestiones que hoy nos van a ocupar en un contexto especial, en un contexto de trabajo y de intervención que tiene que ver también con este auge de las nuevas derechas, de las extremas derechas o de las extremas derechas neoliberales. Pierre, como veo que en el último título ustedes, en el último libro, las llaman, y quizás comenzar por ahí, comenzar a interrogar a Pierre en función de este último libro, de Instituir los Mundos, en el cual ustedes hacen referencia justamente a esta idea o a este concepto de imaginario que es el que nos convoca, en relación a un imaginario de extrema derecha neoliberal, ¿no? Toda una definición, en cierta medida, a la que me gustaría que te refieras un poco de manera al menos sintética para introducirnos a ella, que es fruto de una crisis de representación política, pero también y sobre todo, creo, en el caso de lo que ustedes señalan e insisten, fruto de 4 décadas, dicen ustedes, de dominación neoliberal. Entonces, tal vez partir de ahí, ¿no? Como nosotros en América Latina estamos más habituados a escuchar análisis que, en función del contexto, parten más bien del agotamiento de un ciclo político progresista y una aparición de un cierto imaginario de rechazo a la intervención estatal. Bueno, todo lo que vos muy bien conocés que está sucediendo en Argentina estos últimos años. Me parece interesante partir de esta idea que ustedes plantean de mucho más largo plazo y tratar de pensar juntos a qué se refieren cuando hablan de este imaginario neoliberal de extrema derecha.
Merci. Merci, bonjour à tous et à toutes. Et je suis très content d'être là et puis de pouvoir dialoguer avec Hébert, que je connais depuis quelques mois déjà. Et il me semble en effet très important de réfléchir à cette caractérisation. D'abord, extrême droite néolibérale, ça n'est pas évident. Et puis ensuite, parler d'un imaginaire de l'extrême droite néolibérale, c'est encore moins évident. Donc, d'abord, la première question peut-être, c'est-à-dire pourquoi parler d'extrême droite néolibérale? On parle d'extrême droite, très souvent, on situe l'extrême droite, comme le mot l'indique, à l'extrémité de l'échiquier politique, à l'extrémité droite. Mais quand on parle de l'extrême droite, on s'interroge assez peu sur son origine, c'est-à-dire sur ce dont elle provient. Elle provient, en fait, elle est née à partir d'une crise de la domination néolibérale, et il faut insister sur ce point-là. Ça fait quelque chose comme un peu plus de 40 ans que le néolibéralisme s'est installé comme rationalité dominante. Il y a eu un certain nombre de crises sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais ce qui me paraît important, c'est qu'à partir de 2016-2017, on a une fracture qui se produit à l'intérieur du camp néolibéral, une fracture entre justement ce qu'on pourrait appeler un néolibéralisme globaliste, c'est-à-dire pour l'essentiel des gens qui croient en la perpétuation des accords commerciaux, des rapports de force entre les puissances tels qu'ils ont pu exister pendant des décennies, et puis d'autre part, une droite dure qui fait son apparition à la faveur de la crise notamment de 2018 et qui apparaît comme étant caractérisée par un certain nombre de traits, notamment le premier, le fait que justement il y ait un imaginaire, que cette extrême droite cultive, nourrit un imaginaire, qui est un imaginaire, alors ça c'est les forces du ciel, c'est pas les forces de la terre, mais justement ce qui est intéressant c'est de réfléchir au narratif alternatif entre, comme le dit un appel qui a été lancé par des artistes, des intellectuels et des chercheurs en Argentine, les forces de la terre et les forces du ciel, l'opposition entre les deux, c'est quelque chose d'irréconciliable. Et il me paraît très intéressant, non pas de dire que l'imaginaire néolibéral, c'est un imaginaire néolibéral qui est attaché au culte des forces du ciel. Ça c'est Milley, c'est particulier à Milley. Dans d'autres pays où le néolibéralisme exerce une domination importante, il n'y a pas cet imaginaire-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est la dimension d'imaginaire du néolibéralisme, la dimension d'imaginaire. Tout le monde se dit le néolibéralisme, c'est uniquement et d'abord et avant tout une politique économique. C'est comme ça qu'on réfléchissait dans les années 70, c'est un peu dans les années 1970, 1980, surtout à partir de 1980, on a tendance à indiquer que le néolibéralisme, c'est d'abord et avant tout une politique économique. Et nous avons insisté, nous, sur la dimension de rationalité. Peut-être n'avons-nous pas suffisamment insisté sur la dimension d'imaginaire. Mais il y a une dimension d'imaginaire. Alors, il y a une dimension d'imaginaire qui s'est compliquée. Parce que la dimension d'imaginaire qui a prévalu pendant la première période du néolibéralisme, c'était une dimension qui était complètement centrée autour d'une signification, comme dirait Castoriadis, qui est la signification de l'entreprise. L'idée que l'entreprise était vraiment le foyer des significations sociales que l'on devait entretenir, cultiver, renforcer. On peut dire que ça, c'est commun à toutes les tendances ou à tous les courants du néolibéralisme. Et puis, à partir de cette crise dont j'ai parlé, et à partir du moment où l'extrême droite commence à se développer, il y a un imaginaire qui vient s'hybrider à l'imaginaire de l'entreprise. Et cet imaginaire qui vient s'hybrider à l'imaginaire de l'entreprise, c'est l'imaginaire des identités. C'est un imaginaire identitaire, profondément identitaire. Donc, un imaginaire qui est centré sur la valorisation des identités soi-disant données. Les identités données, ça peut être l'identité ethnique, ça peut être l'identité nationale, ça peut être d'autres sortes d'identités, mais toujours des identités qui se définissent contre d'autres identités ou d'autres mouvements. Et c'est la raison pour laquelle il y a, dans cet imaginaire néolibéral, qui est celui de l'extrême droite néolibérale, il y a quelque chose de compliqué, à savoir la façon dont l'hybridation s'effectue. Voilà, ça me paraît un point très important parce qu'on voit aujourd'hui, donc la façon dont ça se réalise, ça se combine, et il n'y a pas de contradiction du tout, parce que ce sont les mêmes qui sont amenés à renforcer, à cultiver l'imaginaire entrepreneurial, qui sont amenés très souvent justement à parler de la nécessité de défendre les identités. Alors l'identité, je ne sais pas moi, Milley il parle souvent, depuis le début, il a parlé de l'identité de l'Occident.
Je me souviens du discours de Davos, où il a parlé d'une façon explicite de l'identité de l'Occident, du fait que l'Occident était en danger. Il a répété au moins comme une sorte de mantra, comme ça, l'Occident est en danger, l'Occident est en danger, l'Occident est en danger. Ça peut être une identité plus restreinte sur le plan de l'ère civilisationnelle ou politique, mais il n'empêche qu'on a toujours cette façon de compliquer l'imaginaire entrepreneurial par quelque chose qui n'était pas nécessairement attaché à cet imaginaire au début. Voilà, je voudrais d'abord insister sur ce point-là, parce que ça crée une situation tout à fait nouvelle. Ça impose des défis stratégiques tout à fait nouveaux. Ce que je veux dire, je terminerai là-dessus, c'est que de mon point de vue, il est absolument impossible d'essayer de s'opposer efficacement à l'action de ce que j'appellerais, pour des raisons que je vais expliquer, le néofascisme contemporain, si on ne construit pas un nouvel imaginaire. Il faut être capable de porter la lutte contre le néolibéralisme, y compris dans sa version d'extrême droite, sur le terrain de l'imaginaire. Si on ne le fait pas, on se condamne à ce moment-là à une réaction négative. On défend quelque chose qui, pour beaucoup de gens d'ailleurs, appartient au passé, et pas simplement pour les gens de l'extrême droite. Et dans cette mesure-là, on est condamné à l'échec. Donc c'est vraiment une façon pour moi d'insister sur la nécessité de se situer sur le terrain de l'imaginaire pour opposer un imaginaire alternatif à l'imaginaire qui est celui de l'extrême droite néolibérale. Bien, bueno, tenemos una introducción densa, son temas densos y son frutos de muchos trabajos realizados durante mucho tiempo y muchos años, pero que al menos en lo que pudimos ver en los primeros capítulos, al menos de este último libro al cual pudimos tener acceso, se percibe una búsqueda nueva, una búsqueda, creo, Pierre, y en ese sentido va mi siguiente pregunta, más vinculada a la búsqueda de una suerte de proyecto estratégico, de una estrategia política, ya no solamente de resistencia, como acabas de mencionar, que puede en algunos casos incluso devenir o aparecer como conservadora en cierta forma frente al orden existente, y que ha cedido, como ustedes reflejan en el libro, la iniciativa histórica, digamos así, a estas fuerzas de este neoliberalismo de extrema derecha. Entonces es en ese sentido, y tomando en cuenta también esta intervención que hiciste en la Noche de las Ideas de Tucumán en torno al concepto de imaginario, que quería preguntarte cómo se articula esta búsqueda que acabas de mencionar de un imaginario que pueda oponerse al imaginario neoliberal con la construcción de una estrategia política alternativa, ¿no? Acá solemos evocar, o en las discusiones un poco también de época, y creo que también hablamos de eso la última vez que te vimos por tu libro precedente, las diferencias con los años 20 y 30, ¿no? Como en otras épocas de emergencia de estos imaginarios de ultraderecha, fascistas, de extrema derecha, la gran diferencia es que justamente en esos momentos a ese imaginario se oponía un imaginario alternativo de los sectores, digamos así, subalternos o que resistían también esas fuerzas, básicamente el comunismo como concepto, sí, como estrategia histórica, ¿no? Proyecto alternativo que hoy aparece como ausente, digamos, en el debate público. Entonces mi pregunta va en ese sentido, ¿cómo en este contexto de un cierto vacío, un cierto déficit de proyecto histórico o de iniciativa histórica alternativa al de las extremas derechas, esta idea de imaginario que ustedes proponen se articula con una estrategia política alternativa? C'est la question des questions, comment en effet ça s'articule à une stratégie alternative. Et je crois que justement que c'est une pièce essentielle de la stratégie alternative. Il ne peut pas y avoir de stratégie alternative s'il n'y a pas de développement, de construction collective d'un imaginaire. Voilà. C'est pour moi quelque chose d'absolument essentiel. Alors d'abord, première chose, évoquée dans ta question, c'est la différence entre ce qu'on peut appeler, ce que j'appelle avec d'autres, le néofascisme actuel, parce que l'extrême droite néolibérale ou issue du néolibéralisme prend la forme du néofascisme, pas toujours, mais assez souvent, malheureusement, dans beaucoup de pays. C'est la question de savoir quelle est la différence avec le fascisme classique. C'est très important, parce que j'ai parlé de néofascisme et le préfixe ne me semble pas superflu, au contraire, parce que c'est une manière de souligner la différence par le préfixe déjà, entre le fascisme classique, si je puis dire, et le néofascisme actuel. D'abord, la première chose, c'est que
Je pense à ça parce que je pense à un article qui a été fait dans une revue néolibérale française de gens qui disaient Milei c'est bien, qui défendaient Milei et qui disaient le New York Times et Le Monde disent des choses absolument affreuses sur Milei en disant que finalement c'est un fasciste, il est d'extrême droite. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il n'est pas d'extrême droite. La preuve, il se dit anarcho-capitaliste. Et l'anarcho-capitalisme n'a rien à voir avec le fascisme. Voilà. C'était l'argumentation, je résume l'argumentation. Hein, mais il me paraît justement intéressant de voir la confusion que ça entretient. Parce que c'est vrai que le fascisme dans sa version classique, le fascisme moussolinien, était un fascisme très étatiste. Vous trouvez dans un article écrit par Gentile et par Mussolini, un article de l'encyclopédie italienne dans les années 30, une définition du fascisme qui insiste sur le fait que l'État, pour le fascisme, est tout. L'individu n'est rien, l'État est tout. Bon, c'est vrai qu'on voit difficilement Milei reprendre cette profession de foi, et on voit tout de suite la différence déjà concernant le rapport à l'État, qui me semble tout à fait important. Mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas en effet de culte de l'État, alors qu'il y avait un culte de l'État chez Mussolini, et puis surtout, il y avait des organisations de masse avec une organisation corporative extrêmement stricte et rigide, chose qui n'existe pas, aussi bien aux États-Unis qu'en Argentine ou qu'en Italie. Bon, en Italie, parfois, il y a des petites réminiscences, notamment dans le mouvement de jeunesse de Fratelli Italia, puisque c'est le parti de Meloni. Bon. Quand vous n'avez pas les feux de l'actualité, les caméras, etc., vous avez des jeunes qui s'adonnent, qui chantent des chants fascistes de l'époque mussolinienne. Donc les choses ne sont pas si nettes que ça. Mais il m'apparaît quand même qu'il y a une différence assez fondamentale. Il n'y a pas ces organisations. Il n'y a pas encore, peut-être, mais pour l'instant, il n'y a pas encore des organisations de masse comme ça qui visent à créer un homme nouveau. Parce que rappelons-nous quand même que aussi bien pour le fascisme que pour le nazisme, de manière un peu différenciée, il y a cette volonté de créer un homme nouveau. Bon, c'est difficile de dire ça à propos de la forme que prend, ou des formes que prend l'extrême droite néolibérale aujourd'hui. Bon, donc c'est le second point. Mais ce que je dirais, c'est que la notion de fascisme est justifiée, donc de néo-fascisme est justifiée à plusieurs égards. Premier égard, on doit considérer que ce qui est au cœur de ce néofascisme aujourd'hui, c'est une offensive délibérée et systématique qui vise à liquider des droits qui ont été arrachés pendant 50 années de lutte. Il faut prendre la mesure de ce que ça signifie. Ça n'est pas une petite réaction. On ne peut pas dire c'est des réactionnaires comme ça, point. Non, c'est pas suffisant. On doit aller beaucoup plus loin. C'est une contre-révolution sociétale, visant à revenir sur 50 ans. Alors 50 ans de droits arrachés, les droits sociaux, au premier chef les droits sociaux, mais les droits individuels également, les droits qui ont été arrachés par les luttes féministes, les droits qui ont été arrachés par des luttes assez importantes dans différents pays. Je pense aux droits des peuples autochtones, par exemple, en Amérique latine, où il y a eu un certain nombre de constitutions qui ont été amenées à reconnaître au début des années 2000, en Bolivie et dans d'autres pays, les droits des peuples autochtones. Tout ceci est menacé. Alors, particulièrement, il y a deux choses. Les droits collectifs. Alors, les droits collectifs, c'est une chose que ces gens-là veulent absolument liquider. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas être, de ce point de vue-là, il ne faut pas être aveugle. S'il y a une telle, je prends par exemple Trump. Bon, il y a une telle insistance sur les LGBT. Il y a une insistance, mais terrible, au point qu'on va exclure les LGBT de l'armée, par exemple. On a dit qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait de soldats dans l'armée américaine qui soient LGBT. Bon, on se demande pourquoi. Pourquoi accorder une telle importance? Parce que cette dissidence, justement, représente un défi par rapport à l'idée qu'il ne doit pas y avoir de droit collectif. Et de la même manière, que ce soit en Argentine, que ce soit au Chili, l'idée que les femmes puissent bénéficier de droits collectifs est assez insupportable. Alors, je ne parle pas de certains pays d'Europe occidentale, dont celui dont je suis issu, pour lequel, en particulier, l'idée de droit collectif est une hérésie.
Et ça, en particulier en France, c'est le cas. Mais souvent le cas, en tout cas. Hein. Mais ici, à plusieurs reprises, ça a été au contraire reconnu. Ça a été dans la constituante chilienne, par exemple, la question des droits collectifs reconnus aux femmes et aux peuples autochtones a été inscrite noir sur blanc dans le texte de la Constitution parce que c'était compris comme une sorte de réparation des injustices séculaires qui avaient été commises contre les peuples autochtones et contre les femmes, du fait du patriarcat. Bon, évidemment, tout ceci doit être balayé systématiquement, il ne doit plus y avoir aucun souvenir de ça. On veut vraiment sortir de la mémoire des gens l'idée qu'il y a eu des luttes qui ont arraché des droits, et on veut, en liquidant les droits, liquider en même temps la mémoire historique de ces mouvements. Et il ne faut pas être naïf à cet égard. Donc c'est la raison pour laquelle le propos est aussi radical. On va éradiquer un demi-siècle de droits. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Donc c'est pas une petite réaction, c'est pas une petite... Non, c'est une contre-révolution radicale, systématique et radicale. Deuxième point, je vais assez vite, cette contre-révolution sociétale, radicale, très profonde, elle choisit un moyen. Et le moyen, c'est la concentration du pouvoir dans les mains de l'exécutif. Concentration systématique que vous pouvez observer dans tous les régimes qui se caractérisent par, justement, les leaders d'extrême droite, de l'extrême droite néolibérale. Je prends, c'est pas, bon, on peut, bon, bien sûr, Milei a cherché avec la délégation de pouvoir pendant un an, la délégation donc du pouvoir exécutif, la délégation pardon du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif. Mais vous voyez bien avec Trump que c'est exactement la même chose qui se passe aux États-Unis. Simplement, ce monsieur a tiré les leçons de son premier mandat, qui était un mandat assez hésitant, chaotique, fait de recul, bon. Et il s'est préparé à son deuxième mandat. Et il y a, dans cette préparation, une insistance sur le fait qu'il faut absolument prendre les opposants de vitesse. Il faut les étourdir. Il faut faire en sorte qu'ils soient complètement dépourvus de réaction, ils soient sidérés. Et Steve Bannon, qui revient en grâce aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez noté, mais Elon Musk est sur la sortie, tandis que Steve Bannon revient. Très intéressant, parce que Steve Bannon, c'est justement quelqu'un qui, parlant de l'exécutif, dit que Trump est un homme magnifique, il s'en produit une fois tous les siècles, parce qu'il est capable, justement, lui, de ne pas faire attention à la Constitution. On lui objecte l'indépendance des juges, aucun problème, on s'en fiche. La Constitution américaine, c'est pas notre problème, on ignore la Constitution. C'est pas comme Pinochet, qui voulait absolument abroger la Constitution de 1925 et mettre à la place une autre Constitution. Il l'a fait, Constitution de 1980. On n'est plus du tout à cette époque-là. Donc maintenant, on ne parle même pas de la Constitution. Steve Bannon dit « c'est admirable, cet homme pour qui la Constitution n'est même pas un problème ». Voilà. Il dit ça comme ça, ouvertement, dans une interview qui a été donnée au Monde. Bon. Vous vous rendez compte, on a changé aussi d'époque de ce point de vue-là. Et puis, troisième point, la destruction, parce que c'est ça la volonté, délibérée des piliers de l'État social. Quel que soit le degré de développement de l'État social. Ça peut être quelque chose de plus ou moins développé, comme dans certains pays. Ça peut être, je ne sais pas moi, l'Italie, justement. Ou bon, ça peut être parce que ça fait partie des projets de Meloni. Mais avant cela, chez Meloni, elle est assez intelligente de ce point de vue-là, peut-être plus que Trump, du point de vue en tout cas de la stratégie. Elle comprend très bien qu'il faut d'abord en passer justement par des décrets. Elle devient aussi comme Trump, 10 à 20 décrets présidentiels par jour. Et la Meloni, elle suit un petit peu cette voie-là, avec des aspects qui sont assez inquiétants. Et notamment la loi de sécurité qui a été adoptée le 5 avril dernier est une loi adoptée pas par le Parlement, une loi décrétée par l'exécutif, par le Premier ministre. Donc vous voyez, à chaque fois, vous avez une logique. On concentre tout sur l'exécutif, on ignore les autres pouvoirs, donc on viole la loi démocratique élémentaire de la séparation des pouvoirs, on vise les institutions de l'État social et on cherche finalement un usage de plus en plus autoritaire du pouvoir. Et l'usage autoritaire du pouvoir va finir par atteindre la Constitution elle-même, mais sans qu'on ait besoin de dire il faut changer de Constitution. C'est ça la nouveauté par rapport à une certaine époque.
Voilà, pour l'essentiel, c'est comme ça que je caractériserais justement ce néofascisme très particulier. Et puis, si, dernière chose, l'individualisation tout à fait extrême qui est produite par la combinaison de cette extrême droite politique et le développement à une échelle de masse des réseaux sociaux. Où là, il y a quelque chose d'assez inédit, parce qu'on voit très bien qu'il y a sur les réseaux sociaux des communautés fantasmées qui sont construites artificiellement autour de quelques idées très pauvres, des opinions pour l'essentiel, des opinions qui ne sont pas débattues, des opinions qui ne font jamais l'objet d'une argumentation, quelle qu'elle soit, mais des opinions qui sont spontanément partagées, comme si c'était viral. On dit d'ailleurs viral à propos de... Et au passage, l'ingénieur de Facebook qui a inventé le like, il y a de ça pas mal d'années, se repent et s'en mord les doigts, en disant si j'avais su ce qui allait arriver, je ne l'aurais pas inventé, je ne l'aurais pas fait. Mais c'est comme ça, maintenant c'est devenu quelque chose qui relève des habitudes. Voilà, c'est pour indiquer que là aussi c'est un dernier trait qu'il faut intégrer. Bien. En relación a este último punto, y para volver también sobre una cuestión que te planteaba en la pregunta anterior, pero que creo que sería interesante insistir hoy y abrir también una luz de esperanza o de discusión en torno a ciertas opciones alternativas o esta construcción alternativa de un imaginario, ¿no? Me parece que ahí hay una serie de cuestiones que trabajan en el libro que tienen mucho interés para nosotros también, en nuestro contexto de América Latina y de Sudamérica en particular. Y sobre ese punto quería plantearte algunas preguntas ahora. En primer lugar, la relación entre este imaginario alternativo y proyecto político estratégico alternativo con el Estado, ¿no? Vemos que ustedes mencionan y trabajan al inicio del libro también sobre distinto tipo de neoliberalismos de extrema derecha, digamos, algunos más nacionalistas, algunos más neoliberales en el sentido más tradicional, pero plantean algunas ambigüedades en su relación con el Estado. Me gustaría que puedas desarrollar un poco la idea, ya no tanto de los neoliberalismos, sino de estos imaginarios alternativos en su relación con el Estado. Porque hacia el final del texto, y tal vez simplemente a modo de contextualización, ¿no? hay una serie de recorridos históricos o una síntesis histórica diferente tal vez de lo que fue sucediendo en América Latina a lo que vimos en Europa durante estos 50 años del neoliberalismo, al menos durante los últimos 25 a 30 años, ¿no? El libro, ustedes hacia el final, cuando piensan en estos que llaman islotes o espacios de imaginarios alternativos y la manera para intentar articularlos en una estrategia común, bueno, aparecen cosas que si tuviéramos tiempo sería muy interesante evocar, como le Soulèvement de la Terre en Francia, el zapatismo y sus proyectos alternativos. Y es una historia que tal vez nosotros la tengamos presente de otro tipo de formas, ¿no? Quizás brevemente hay una suerte de síntesis de nuestros últimos años que algunos colegas y militantes también realizan, que es, bueno, pensar los años 90 en América Latina, en Argentina en particular, de resistencia al neoliberalismo, donde las consignas, o una de las consignas fuertes que circulaban, era la consigna zapatista también, ¿no? La idea, sobre todo a partir de estas ideas, ¿no? Recordemos la idea de cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿te acordás? Como esa estrategia política alternativa que muchos movimientos herederos del autonomismo, pero también de trabajadores desocupados en Argentina y en otros lugares, asumieron como propia. Eso se modificó en los 2000, ¿no? Algunos dicen, bueno, ahí se pasó a buscar tomar el poder para cambiar algo, al menos, porque la otra estrategia, en cierta forma, había fracasado. Pero llegamos a una etapa, la actual, o la previa a la actual Argentina, donde incluso lo que terminó sucediendo fue tomar el poder para no cambiar nada. Entonces, esta relación, esta síntesis, esta parábola, digamos, desde la idea vinculada a estos nuevos imaginarios que ustedes retoman y su relación con la política institucional, con el Estado, ¿cómo podrías explicarla, desarrollarla y pensarla en función de lo que han trabajado en el último libro?
Merci Hébert, parce que j'ai oublié tout à l'heure, je me suis lancé dans un grand développement sur l'extrême droite et j'ai oublié complètement la question que tu as posée tout à fait au début sur la stratégie alternative. Donc je te remercie de ce rappel. Queremos irnos con una estrategia alternativa, Pierre. Et je crois que c'est assez important. Non, c'est vrai que les tentatives qui ont été faites pour penser des stratégies alternatives à partir des années 1990 et jusqu'en 2000 et un peu de temps après ont échoué. Hein. Alors, il y a deux types de stratégies qui me semblent avoir échoué. Il y a une stratégie que j'appellerais la stratégie qui consiste à ignorer l'État et à faire comme si l'État n'existait pas. Je ne parle pas de l'anarchisme dans sa forme traditionnelle, classique, parce que c'est encore autre chose. Il y aurait des différences à faire entre l'anarchisme au sens d'une position qui vise à la destruction ou à l'abolition de l'État. Bon, là, on pourrait discuter du terme d'abolition. Mais il y a une stratégie anarchiste ou anarchisante. Je reprends les catégories de comment il s'appelle, Olin Wright, voilà, où il parle de l'anarchisme comme ça, mais en fait il définit un anarchisme qui consiste à laisser l'État de côté. Hein, donc peut-être la formule d'Holloway, c'est un peu ça, c'est-à-dire voilà, on va changer le monde sans prendre le pouvoir. Et puis, il y a une autre stratégie qui consiste à s'installer à l'intérieur des institutions étatiques et puis finalement à se laisser piéger, comme ça arrive très souvent. C'est-à-dire, en effet, à s'installer de telle manière qu'on ne change plus rien à l'intérieur de l'État. Et donc, on se contente de gérer quotidiennement l'État en apparaissant comme étant le meilleur gardien de l'État. Et cette stratégie-là, me paraît-il, du point de vue en tout cas de la gauche, pas simplement en Amérique latine, mais en Europe et dans le monde, a également échoué. Et on a vu jusqu'à quel point ça pouvait aller. C'est-à-dire qu'il y a à ce moment-là un imaginaire qui se met en place. Par exemple, ça peut être en Amérique latine l'imaginaire productiviste ou développementiste. Et on est à la tête de l'État, on gère l'État, on essaie d'impulser une politique qui va précisément dans le sens de ce que je viens de dire. Progressiste, pas au sens de travailler au progrès, mais au sens de croire au progrès, hein, ce qui est totalement différent. Parce qu'il faut distinguer à cet égard deux sens du progressisme. Et là, ça échoue aussi lamentablement, parce qu'on a des gens qui deviennent finalement, je pense à Rafael Correa, je pense à d'autres en Amérique latine, bon, qui se mettent à... C'est quand même en 2016, lui qui a envoyé l'armée contre les Chouars, pour imposer un projet extractiviste sur leur terre. Bon, il ne faut quand même pas oublier tout ça, c'est des choses qui doivent demeurer présentes à l'esprit. Bon, donc voilà la situation dans laquelle on se trouve. Et c'est une situation de crise extrême, parce qu'en face, l'extrême droite néolibérale n'attend pas que l'opposition élabore une stratégie alternative, elle met en œuvre sa propre stratégie. Et donc, en effet, la question est de savoir comment faire. Alors, je crois que l'Argentine, de ce point de vue-là, en Amérique latine, a un passé auquel tu as fait référence lorsque tu as parlé de ce qui s'est passé pendant la crise, juste après la crise de 2001. C'est très important. Parce que d'abord, il y a eu les coopératives autogérées, la reprise des entreprises abandonnées par les patrons, par les travailleurs. Chose très importante, qui a eu beaucoup d'écho en Europe, et notamment en France. Et puis... il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je pense que de toute façon, à partir de 1983, l'État en Argentine est devenu une sorte de champ de bataille. Où il y avait, c'est pas une arme pour les dominer, ça n'a jamais été une arme pour les dominer. Mais c'est un champ de bataille en ce sens que ça a été investi par une série de mouvements, pas investi au sens où les mouvements ont occupé des positions dans l'État, mais investi au sens où les mouvements sociaux se dirigeaient vers l'État pour exiger de l'État qu'il prenne en charge un certain nombre de questions. Alors ça a été la question de la terre, ça a été la question justement des droits individuels, des droits des femmes, des droits des peuples autochtones, etc. etc. Bon. Il y a eu des expériences de ce que j'appellerais le commun, des communs. Et je ne sais pas, l'économie populaire par exemple, le fait que Milei soit furieux, il réserve régulièrement un certain nombre de flèches à l'économie populaire en disant que l'économie populaire, c'est quelque chose qui est complètement contraire à la rationalité économique
Et ça gaspille, en fait, ça spécule, ça exploite les pauvres, ça exploite la pauvreté. Je me souviens exactement des termes qu'il a utilisés. Bon, mais c'est très important aussi, l'économie populaire. Les cantines, par exemple, collectives, alors ça c'est très intéressant parce qu'on a ça en Argentine, on a eu ça aussi au Chili. Et avant l'estallido, et pendant l'estallido, et encore un peu après l'estallido. Donc là aussi, c'est des communs. C'est des organisations communautaires à l'échelle locale, et ce sont des expériences qui sont très importantes à faire valoir et à fructifier. Mais je pense, ça ne répond pas tout à fait à ta question, donc cette fois-ci je vais y répondre à la question du rapport à l'État. Parce que il y a deux manières en fait. Il y a, je dirais, une tentation anarchisante entre guillemets. Donc on laisse l'État de côté, on fait comme si l'État n'existait pas. Et comme dit Olin Wright, on se loge dans les interstices ou les marges pour développer des expériences qui ignorent superbement l'existence de l'État. Bon. Et puis il y a une autre position qui est la position étatiste classique. Il me paraît que, enfin en tout cas c'est ce que nous essayons d'expliquer avec Christian Laval, il y a une troisième possibilité. La troisième possibilité, c'est d'œuvrer au développement des communs pour imposer une transformation de l'État. Ce n'est pas la même chose du tout que d'ignorer l'État, et ce n'est pas la même chose non plus que de s'installer dans l'État pour le gérer. Et cette stratégie-là, il faut qu'elle soit développée, mais avec une idée très précise. La transformation profonde de l'État ne peut pas venir de l'intérieur de l'État. Il y a eu à cet égard beaucoup d'illusions, en Amérique latine particulièrement, selon lesquelles on pourrait transformer l'État de l'intérieur de l'État sans s'appuyer sur des mouvements extérieurs à l'État. Il me semble au contraire que le seul moyen de transformer l'État, à partir de la logique des communs, c'est précisément de s'appuyer sur des mouvements qui sont extérieurs à l'État et de faire en sorte que leur logique pénètre l'État et ses institutions. Et c'est difficile, mais c'est la seule stratégie alternative que je vois dans les situations actuelles. Sí, en cierta forma también aparece mencionado de manera tangencial, pero está también esta idea que vemos a partir de esta primacía de las extremas derechas, de una cierta disputa incluso con todas sus ineficiencias y dificultades del Estado en tanto organismo capaz de redistribuir también el excedente de manera alternativa al proyecto que, al menos en el caso de América Latina, claramente los sectores dominantes impulsan y que vemos en la actualidad Argentina y de varios países de América Latina. Pero incluso tomando en cuenta esta última descripción que realizás y esta manera alternativa de vincularse entre lo común y el Estado, quería preguntarte también, por último, antes de abrir también algunas preguntas de quienes nos acompañan, ¿cuál es la relación entre esa estrategia y la idea de revolución? Algo que apareció en común en este libro que publicaron también con Cristian hace ya varios años y que creo que en cierta medida se relaciona a esto último que venís de decir, ¿no? Esta transformación del Estado, pero a partir de lógicas que son exteriores al Estado, que aparecen o que pueden vislumbrarse en distintos proyectos que ustedes mencionan en este último trabajo. ¿Cómo aparece el concepto y la idea de revolución o cómo se actualiza la idea de revolución en esta alternativa estratégica que ustedes proponen? Oui, alors l'idée de révolution doit elle-même être examinée de façon critique, ce que nous essayons de faire à la fin de Commun. Parce que quand on pense à la révolution, on pense à l'idée de révolution classique, telle qu'elle s'est imposée à partir du modèle de l'expérience de 1917, c'est-à-dire une conquête du pouvoir d'État et puis ensuite une transformation menée par ceux qui ont conquis le pouvoir d'État. Bon, ça c'est la révolution au sens, j'allais dire, classique du terme. Cette idée de la révolution est en crise. J'ai assisté à une conférence de Ailton Krenak, donc un leader autochtone du Brésil, quelqu'un de très important, me semble-t-il, pour moi, en tout cas ce que j'ai retenu. Et j'étais extrêmement surpris, justement, qu'ils disent je ne veux pas entendre parler de révolution, je ne veux pas entendre parler d'internationalisme, parce que dans l'internationalisme, il y a internation. Donc je refuse de partir de l'existence donnée des nations et je suis plutôt attaché à l'idée d'une cosmopolitique. Et Viveros de Castro,
qui est assez proche de Ailton Cranach, parlait d'apprendre de la cosmopolitique des peuples de la Terre. Et quand il parlait de la cosmopolitique des peuples de la Terre, il pensait précisément à la cosmopolitique des peuples autochtones. Et il utilisait le terme de cosmopolitique et pas le terme de cosmopolitisme. Parce que Ailton Cranach était c'est quelqu'un de toujours assez radical dans ses questionnements. Et donc il dit, moi ce qui m'importe, c'est que les gens soient capables de changer collectivement leur rapport, et pas l'idée de révolution au sens de la prise du pouvoir. Voilà, c'était en substance ce qu'il a dit. Mais c'est très important, parce que ça nous renvoie à l'Amérique latine. Ça nous renvoie à son histoire. Ça nous renvoie à l'histoire qui a précédé la colonisation de l'Amérique latine par les Brésiliens, les Brésiliens, les Portugais en l'occurrence, et d'autre part les Espagnols. Il y a un film que mon ami Francisco connaît bien, qui est le film de son fils et de Maria Alche, qui donc est un film qui s'appelle El Profesor, et je crois que dans l'édition, la première édition en Argentine, c'était le nom de la faculté, Puan, exactement. Et dedans, j'ai été frappé. Je l'ai dit tout de suite, je me souviens, après avoir vu le film en France, parce qu'il y a une scène assez extraordinaire où Doris, qui est la femme du professeur qui vient de mourir d'une crise cardiaque en faisant du sport, permet à l'ami, à l'élève en même temps, de son défunt mari, de venir visiter la bibliothèque, donc la bibliothèque personnelle de celui qui est mort. Et puis, c'est très intéressant, on voit la caméra qui s'attarde comme ça sur des livres, La science de la logique de Hegel, etc. Et puis, il y a à un moment donné une question qui est posée mais par cette femme qui dit « Mais pourquoi parle-t-on de pensée latino-américaine et pourquoi ne parle-t-on pas de philosophie américaine ?» d'une manière très directe. Et cette question m'a paru essentielle, absolument essentielle, parce qu'en fait, elle met en question l'héritage colonial. L'héritage colonial qui est celui de l'Argentine, l'héritage colonial qui est celui du Brésil, l'héritage... Bon, enfin, toutes choses qui doivent être questionnées, parce que sinon, on n'en sort pas. Je me souviens, après avoir parlé de Los Colonos, un film chilien sur le massacre des Selknam en 1901, au Chili, sur la Tierra del Fuego, il y a quelqu'un qui me dit, qui est un Chilien exilé en France, et qui me dit « Mais pourquoi vous parlez de colonialisme ? Il n'y a plus de colons, les colons c'était les Espagnols. » Ah, bah, c'est pas si simple. Il y a une colonisation intérieure qui a succédé à la colonisation extérieure, où l'État chilien s'est fait lui-même le relais. Il a achevé la tâche que les Espagnols n'ont pas pu achever. Donc ça existe aussi. Et puis là, en l'occurrence, je m'arrête là, mais il y a dans cette interrogation quelque chose de très fort. La philosophie américaine, oui, ça existe. Elle se trouve justement consignée dans les narratifs qui sont ceux des peuples autochtones. Et de mon point de vue, c'est une richesse absolument fondamentale. Ce n'est pas la seule, mais ça doit être à tout prix mis à profit. Bien. Bueno, sobre este último punto creo que tenemos gente, compañeros, amigos que nos acompañan que tienen mucho para decir al respecto y que han trabajado mucho para que eso se modifique. Pero más allá de eso, incluyendo este tema y lo que se ha dicho, la idea es que abramos un poco a las intervenciones en lo posible breves y en lo posible preguntas del público para que podamos aprovechar todos la presencia de Pierre hoy aquí con nosotros. Si es que las hay, ¿no? Por supuesto. Bon. Sí. Así te pueden escuchar. Sí, bueno, gracias por la información y todo lo que nos enseñan. ¿Los conflictos bélicos se van a ver incrementados si triunfa alguna de estos planteamientos que hace usted? Oui, bien sûr. Elles ont à la fois empiré la situation, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles cette question ou ces questions peuvent être posées aujourd'hui,
et en même temps, elles rendent ces questions plus nécessaires que jamais. Il y a les deux aspects. Autrement dit, ça ne doit pas nous incliner au pessimisme. Il y a une manière de réagir. Bon, je me souviens très bien au début, quand Milei a été élu président de la République, et puis je me souviens aussi très bien des premiers jours de la présidence de Trump. Il y a un côté, on est complètement déboussolé, parce qu'on ne sait plus où donner de la tête. C'est exactement d'ailleurs la réaction qu'ils veulent susciter et produire. Donc, il faut être capable, justement, de ne pas se laisser prendre à ce piège-là, qui est vieux, parce que Thatcher disait exactement, il y a un conseiller de Thatcher qui disait exactement la même chose, mais c'était au début des années 1980 en Angleterre. Il ne faut jamais laisser aux autres, aux opposants, le temps de se reposer. À peine a-t-on pris une loi scandaleuse qu'il faut immédiatement le lendemain produire une autre loi encore plus scandaleuse. Ouais, c'est théorisé, c'est codifié, etc. Donc je pense qu'en effet la situation est très difficile. Mais en même temps, je ne dirais pas que le désespoir est interdit, ce n'est pas moi qui dirais ça, mais il faut se garder d'une telle réaction, parce que c'est exactement ce qu'attendent les autres. Et de toute façon, nous n'avons pas tellement d'issue. En fait, l'alternative, c'est l'alternative qui consiste à résister de manière positive, ou bien, en termes de projet alternatif, ou bien à être défait, avec les conséquences que ça peut vouloir dire, être défait. Être défait, j'aime beaucoup un roman de Victor Serge, révolutionnaire russe et anarchiste, qui a longtemps cru en la possibilité d'infléchir l'action des bolcheviks, et ce roman s'appelle « S'il est minuit dans le siècle ». J'aurais tendance à considérer que ce qui rend le titre très actuel, c'est qu'on peut l'utiliser sans le conditionnel. C'est-à-dire précisément en considérant qu'il est minuit dans le siècle. Et d'un certain point de vue, il est minuit dans le siècle. Il y a même un commentateur, un historien, etc., qui a dit sur un plateau de télévision il y a quelques semaines en France, il est minuit un quart déjà. Bon, c'était une manière, évidemment, une exagération rhétorique. Mais en même temps, ça doit effectivement nous alarmer. La situation est très, très grave. Donc, on doit se demander comment on peut arriver à s'opposer à ce type de stratégie. Et il me paraît qu'à cet égard, la contre-offensive ne peut pas être uniquement nationale. Elle doit se développer, bien sûr, à partir des conditions nationales, mais elle doit très vite être capable de se transnationaliser. Et l'idée de la transnationalité. Je crois que Veronica Cago, dans son livre, parle de transnational, peut-être pas, transnationalisme, ça ne m'apparaît pas beau comme terme, et puis assez discutable. Mais l'idée de résistance transnationale, ça me paraît quelque chose de fondamental. Parce que il faut quand même mesurer le paradoxe que ça représente. C'est l'extrême droite qui est en voie d'internationalisation, et la gauche qui est en recul partout parce qu'elle se replie sur le seul terrain national. Et ça, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas continuer ainsi. Il faut être amené, non pas à construire une internationale d'extrême gauche opposée à l'internationale d'extrême droite, ce qui ne voudrait pas dire grand-chose, mais il faut être capable justement de miser sur cette transnationalisation des mouvements et des résistances. Il y a des exemples qui sont très importants. Je suis allé au Brésil. J'ai été très frappé. Notamment, j'ai visité une école du mouvement des Sans-Terre, du MST. Et je me suis aperçu que dans cette école d'agroécologie, il y avait justement des liens qui faisaient qu'il y avait des élèves, des étudiants de toute l'Amérique latine, pas simplement du Brésil, qui se formaient à de nouvelles pratiques et qui, en même temps, apprenaient à se connaître les uns les autres, ce qui, pour la coordination des mouvements en Amérique latine, me paraît tout à fait essentiel. Voilà. Cette vocation transnationale me paraît absolument déterminante. Si, le mouvement féministe en est une parfaite illustration. Bien. Si.
Si. Merci beaucoup, Pierre. Je vais parler en français, comme ça ce sera plus direct, en tout cas qu'on traduise. J'ai trouvé très intéressant cette notion d'imaginaire que tu as développée en rapport avec le surgissement des extrêmes droites nouvelles. Et je voulais te demander justement ce que contient cette structure de l'imaginaire. Tu as parlé de Castoriadis, mais la question que je me posais est en rapport à une composante, n'y a-t-il pas dans cet imaginaire une composante sacrale, mythologique, ayant trait par exemple au sacrifice, quand on voit par exemple Milei avec ce symbole de la motosierra, qui est un symbole sacrificiel, et qui, le sacrifice est un élément commun du mythe, et donc de la culpabilité, de la crainte, du sacrifice. Quelle est donc il y a d'une part donc une composante mythologique s'appuyant sur la peur, sur la crainte, et d'autre part une composante, tu parlais de communauté fantasmale, je dirais une fantasmagorie liée à une promesse ou à un espoir de retrouver une certaine puissance dans l'imaginaire du capitalisme, à travers justement cette structure sacrificielle. Donc, cette articulation d'une part entre le mythe et la fantasmagorie, qui joue dans les nouvelles imaginaires des extrêmes droites, quels seraient les déplacements par rapport à d'autres imaginaires autoritaires qu'on a eus et qui ont détruit les droits, par exemple la dictature militaire qu'on a eue dans la dernière dictature militaire entre 1976 et 1983, qui a aussi eu des idées néolibérales liées justement au courant néolibéral de Milton Friedman, de Pinochet, etc., et qui est aussi, elle aussi, elle a avancé sur les droits d'une manière terrible. Et cependant, effectivement, je te concède qu'il y a une différence par rapport à cette construction. Donc, est-ce qu'elle est dans cette articulation entre le sacrificiel et l'utopique, où se place-t-elle, disons, du point de vue anthropologique? On a parlé de l'homme nouveau aussi, d'une communauté fantasmale, mais c'est comme si il y avait effectivement un fantasme ou une fantasmagorie que les sacrifices devraient être acceptés pour tout un chacun en échange d'une certaine promesse de puissance ou de retrouver une certaine puissance liée au capital. Parce que ce mot-là n'a pas été dit ici, c'est-à-dire le capitalisme, parce que toutes ces extrêmes droites, finalement, elles restent liées à la structure imaginaire du capitalisme comme structure de fond, quoi. Et donc, c'est par rapport au capital que devrait aussi se développer cet imaginaire de résistance et ou pouvoir creuser justement la ligne essentielle d'opposition. Donc voilà. Bon, en effet, mais je n'ai pas le temps de répondre très très longuement parce que je vois Sylvie qui me regarde d'une façon très insistante pour me signifier que le temps est bientôt venu. Voilà, il y a 5 minutes. Donc j'ai compris. Mais je pense qu'en effet, il y a une différence. Bon, il y a eu de tout temps. Hein. Je sais pas, je prends le coup d'État militaire, par exemple, au Brésil. Le coup d'État militaire, 64, on peut dire jusqu'en 68. 68, ça se durcit de façon très nette. Hein. Et puis, vous avez un imaginaire qui est en fait un imaginaire complètement développementiste. La dictature brésilienne, c'est... on va défricher l'Amazonie, on va justement mettre des gens qui vont aller directement sur place cultiver ces grandes étendues qui ne sont absolument pas cultivées, etc. Tout ça, c'est un imaginaire de développement au sens classique du terme. L'imaginaire de Pinochet, c'était déjà un petit peu différent. Hein, parce que les développementistes, c'était plutôt les gens qui étaient attachés à la démocratie chrétienne. Et il y a une bataille en l'espace de quelque chose comme 2 ans, entre 73 et 75, entre les économistes démocrates chrétiens qui étaient développementistes et les autres qui étaient les Chicago Boys. Et cette ligne-là a fini par triompher. Mais elle a fini par triompher parce qu'il y a eu une situation économique difficile et que Pinochet a arbitré, hein, en disant, bon ben, maintenant c'est fini, on donne le pays, on livre l'économie du pays aux Chicago Boys. Voilà comment ça s'est passé. Donc il y a des imaginaires qui sont un petit peu différents.
Et à cet égard, Milei, c'est aussi encore un petit peu différent quand on analyse dans le détail, et tu as tout à fait raison, il y a quand même très souvent la dimension mystique d'une récupération du statut de puissance, qui est très très importante. Alors c'est le cas, les références d'ailleurs de Milei sont intéressantes dans l'histoire argentine, la façon dont il fait référence à Rosas, et la façon dont il fait référence à certaines périodes particulières de l'histoire de l'Argentine. La même chose pour Pinochet. C'était, pour lui, il n'était pas question, il s'agissait de liquider la Constitution de 1925, et il pensait vraiment revenir très en arrière, c'est-à-dire à une forme qui était une forme autoritaire, au début, à la fin du XIXe siècle. Bon, à chaque fois, il y a des points d'ancrage comme ça de l'imaginaire néofasciste qui tendent à mobiliser des pans de l'histoire très sélectionnés pour justement nourrir un rêve de restauration de la grandeur nationale passée. Ça, c'est absolument indéniable. C'est la raison pour laquelle, quand on parle de l'imaginaire capitaliste, c'est pour ça uniquement, c'est la seule raison, rassure-toi, moi je continue à parler de capital, très, très volontiers, disons. Mais c'est la raison pour laquelle je n'ai pas parlé de capitalisme ou de capital au début, c'est que j'estime qu'il faut éviter d'en rester aux généralités. Voilà. Donc il y a les imaginaires capitalistes, en fait, le capitalisme n'est pas un. Le capitalisme est une figure historico-singulière, et cette figure doit être analysée dans chaque étape et à chaque moment de façon singulière. Et en l'occurrence, ça se retrouve quand on analyse les imaginaires. On voit que ce ne sont pas des choses qui peuvent être reproduites comme ça, d'un moment à l'autre, d'une phase à l'autre, et que ça varie considérablement. Et là, on ne peut pas se contenter. Par exemple, Castoriadis a tout à fait raison de dire qu'il y a un imaginaire capitaliste qui est celui du développement et de la maîtrise illimitée des forces de la nature. Bon, c'est vrai. Ça, fort heureusement, nous en sommes revenus ou nous devrions en être revenus. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Parce qu'il y a des gens, en particulier dans cette extrême droite néolibérale, qui continuent de penser ça. Et penser à Trump, penser à l'idée de il faut continuer à forer. Il faut forer plus belle pour les puits de pétrole, pour l'exploitation du pétrole. Ou bien, je ne sais pas moi, je prends ça au hasard, l'exploitation du lithium. Et la façon dont certaines entreprises multinationales de pays étrangers peuvent venir s'installer ici avec des facilités pour développer l'exploitation de ce qui apparaît comme un or blanc, etc., etc. Donc à chaque fois, il y a une dimension qui n'est pas uniquement économique, même si les intérêts économiques sont très présents, mais il y a une dimension qui est une dimension en effet mystique. Tu as tout à fait raison. Moi j'étais frappé, je prends cet exemple-là, c'était des interviews de jeunes Argentins entre 18 et 20 ans, 22 ans, et c'était une enquête menée par plusieurs journalistes, et les interviews étaient extraordinaires. C'est-à-dire que ce sont des jeunes, il faut imaginer ça, moi j'ai du mal à l'imaginer. À 18 ans, on a vécu donc le plus long confinement de l'histoire, puisqu'en Argentine c'était 8 mois et demi, c'était pas du tout comme la France ou d'autres pays. Et puis ensuite, rien ne se passe, la crise s'aggrave, donc tout le monde désespère des forces politiques qui ont exercé le pouvoir à tour de rôle, et puis tout d'un coup, Milei apparaît, les jeunes commencent à investir, beaucoup de gens dans l'électorat jeune ont investi sur cette figure-là, en se disant que c'était quelque chose qui pouvait être tenté. Et les gens qui étaient interviewés disaient cette chose extraordinaire, mais nous, on peut attendre. L'Argentine, c'est tellement une situation de merde depuis 2 décennies au moins, on peut attendre encore 10 ans. On peut attendre 15 ans. Si au bout de ces 15 ans, on réussit à récolter les fruits de cette politique, alors on aura gagné. C'est extraordinaire la manière de raisonner. Et là, voilà, il y a un côté sacrificiel qu'on retrouve par rapport à ce que tu as indiqué. Et je pense que ça vaut le coup d'être noté. Ce n'est pas du tout anodin. Gracias. Bueno, voy a decir algo que se ha dicho pocas veces, pero el tiempo es tirano y hemos llegado al momento en el que tenemos que darle un cierre a este encuentro de hoy. Muchísimas gracias a todos nuevamente, al IFA, al Centro Franco Argentino, al Teatro Colón, a Pierre y a todos ustedes de habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias.